Dans la nuit des temps, bien avant les pyramides et les temples spectaculaires, le roi Narmer fonde la première dynastie de l'histoire pharaonique. Pendant plus de 3000 ans, 345 pharaons se succéderont au pouvoir, jusqu'à la chute inévitable de l'Égypte antique. Certains rois deviendront de véritables icônes pendant des millénaires. Parmi eux, les deux pharaons les plus célèbres de l'histoire, Ramsès II et Khéops, deux souverains aux trajectoires similaires. L'un d'entre eux est passé à la postérité grâce à son tombeau éternel, qui deviendra l'une des 7 merveilles du monde antique. C'est comme si on arrivait devant un diamant pour les gens qui l'ont vu dans son état naturel. Jamais aucun roi par la suite n'aura construit une pyramide aussi haute. Que sait-on de Khéops? Quel genre de pharaon était-il? On se dit ce personnage était atteint d'une espèce de folie des grandeurs. C'était un tyran. Il prostituait sa propre fille pour financer les pierres de sa pyramide. Si Khéops est devenu un pharaon bâtisseur de génie, Ramsès II était aussi habité par la même folie des grandeurs. On n'a pas les corps d'Alexandre le Grand, de César, même de Clovis, de Charlemagne ou même de Louis XV. Par contre, des rois égyptiens, on peut les voir et ça, c'est absolument extraordinaire. Comment Ramsès II va-t-il devenir un modèle de pharaon? Comment a-t-il pu régner 67 ans sur la terre d'Égypte? Ramsès II est l'un des plus grands pharaons d'Égypte car il a régné pendant une longue période et il a fait en sorte que tout le monde connaisse son nom. Grâce aux meilleurs experts internationaux et à des accès exceptionnels, nous allons vous raconter la véritable histoire de deux pharaons bâtisseurs. Et finalement, le nom voudrait dire l'oppresseur par excellence. Cette pièce contenait son sarcophage. Il devait se trouver posé sur le sol, là où je me trouve actuellement. Voici les derniers secrets des trajectoires uniques de Ramsès II puis de Khéops. Deux pharaons dont la vie a transformé le monde et changé le cours de l'histoire. Ramsès II, un nom qui résonne dans l'éternité, à jamais synonyme de prestige, de puissance et de gloire. C'est le pharaon par excellence. Il incarne à lui tout seul la plus grande civilisation de l'Antiquité. Ramsès II est l'un des plus grands pharaons d'Égypte. Il a régné pendant une longue période et a fait en sorte que tout le monde connaisse son nom. Il a régné pendant 3 ou 4 générations. Ça veut dire qu'il y a des Égyptiens qui n'ont connu que lui. C'est un règne que l'on peut comparer à celui d'Élisabeth II aujourd'hui. Son nom a traversé l'Égypte ancienne jusqu'à aujourd'hui et inspire la grandeur avec tout ce qu'il a accompli. Il a entrepris de se faire un nom et il l'a fait, laissant une trace éternelle. Pour comprendre comment Ramsès II est devenu aussi populaire, il faut remonter le temps et revenir 3000 ans en arrière pour nous rendre dans le nord de l'Égypte. Ramsès II naît vers l'an 1300 avant notre ère, vraisemblablement dans la ville d'Avaris, l'ancienne capitale des pharaons de la 15e dynastie, qui ont régné sur l'Égypte 300 ans plus tôt. À sa naissance, rien ne le prédestine à devenir roi, car sa famille n'est pas sur le trône d'Égypte. Lorsqu'il est né, Ramsès n'était pas prince, il n'était pas prince de sang. C'était le fils d'une dynastie de généraux. Mais en 1292 avant notre ère, le jeune Ramsès II, alors âgé de 10 ans, bénéficie d'un coup du sort qui le propulse prince héritier de la couronne. La 18e dynastie, celle d'Hatshepsut, d'Amenhotep III, d'Akhénaton ou encore de Toutankhamon, se termine dans le chaos. Lorsqu'il fallut restaurer la grandeur de l'Égypte après le règne d'Akhénaton et de son fils Toutankhamon, c'est Horemheb qui prit le relais. Horemheb n'est pas de sang royal. Pourtant, en 28 ans de règne, ce général devenu pharaon par la force des choses parvient à rééquilibrer un royaume en perdition. Seulement, Horemheb n'a pas d'enfant et donc pas de successeur pouvant assurer la protection de l'Égypte. En bon militaire, il se tourne vers un homme qui a déjà fait ses preuves sur un champ de bataille. Un homme en qui il a toute confiance. Il rencontre Ramsès, originaire du delta du Nil, en apparence très talentueux, très intelligent, doué pour les affaires militaires et politiques, et qui surtout avait des fils et des petits-fils. Donc il savait que c'était le bon, alors il en a fait son successeur. Cet homme s'appelle Paramessou. C'est le grand-père de Ramsès II. À la mort d'Horemheb, Paramessou devient contre toute attente pharaon, sous le titre de Ramsès Ier.
Quand cela arrive, nous pensons qu'il s'agit d'une nouvelle dynastie, la 19e, qui commence avec Ramsès Ier. Il a régné pendant une courte période et a commencé à reconstruire l'Égypte. Donc on voit très bien qu'au début, eh bien évidemment, on part d'une royauté qui est fondée sur une sorte d'aristocratie militaire, mais qui n'est pas de sang royal. C'est ça qu'il faut bien voir. Déjà âgé lorsqu'il monte sur le trône, Ramsès Ier meurt dans sa 2e année de règne, laissant la place à son fils, Séti Ier, le père du futur Ramsès II. Lorsqu'il accède à la fonction suprême, Séti Ier hérite d'un royaume en guerre, avec des conflits avec les Hittites, ancêtres des Turcs. Ramsès II, à cette époque, était un tout jeune enfant, hein, bien entendu. Donc on ne peut pas imaginer un instant, si vous voulez, que finalement Ramsès II soit allé guerroyer aux côtés de son père dès l'an 1 du règne de Séti Ier. Certainement pas. Il a grandi dans une famille de militaires. Son grand-père Ramsès Ier l'était et son père faisait partie de l'armée. Il a donc été élevé en compagnie de soldats. Cela lui a permis de comprendre l'importance des campagnes militaires, l'importance du combat et ce que cela peut apporter à l'Égypte pour sa prospérité économique et politique. C'est dans ce contexte que le jeune Ramsès II, fils unique du pharaon Séti Ier, reçoit l'éducation d'un futur roi. Une éducation autant militaire que politique. C'est un petit garçon qui est manifestement élevé dans le harem, comme tous les petits princes. Le harem à cette époque, ça n'a rien à voir avec les harems ottomans. Ce sont des lieux ouverts, certes où vivent les femmes et les enfants du pharaon, mais où tous les fonctionnaires et des hommes peuvent se rendre librement. Donc il y reçoit une très bonne éducation. Il savait quel serait son rôle. Il a donc appris l'art de gouverner. C'était un bon militaire. Il savait chasser, monter à cheval, tirer à l'arc. Il était capable de faire tout cela. C'était un vrai dirigeant et il s'est lancé dans la vie avec un énorme ego. Ce que nous verrons quand il deviendra roi. Christian Leblanc est un des grands spécialistes de Ramsès II. Il nous invite à le suivre au musée du Caire pour découvrir l'un des précieux témoins uniques en son genre de cette époque princière. Découverte sur le site de Tanis par l'égyptologue français Pierre Montet en 1934. Cette statue colossale représente le futur pharaon comme jamais. Vous avez ici donc une œuvre monumentale, assez extraordinaire d'ailleurs, où vous avez un oiseau, donc qui est un faucon pèlerin, avec ses ailes délicatement repliées vers l'arrière, et qui protège un enfant qui est représenté agenouillé, assis presque pratiquement, le doigt à la bouche. Et cet enfant, c'est Ramsès, sous la forme d'un prince, mais alors un tout petit prince, puisqu'il est encore agenouillé, nu. Ce faucon représente le dieu Orun, une divinité du panthéon égyptien associée au dieu Horus, le dieu du ciel et de la royauté. Symbole de la protection divine, ses concepteurs ont conçu un rébus ingénieux pour identifier le jeune prince sous ses ailes. Vous avez le disque solaire, voyez-vous, qui est au-dessus de sa tête, qui est finalement le dieu Ré, hein, Ra, en ancien égyptien. L'enfant lui-même qui tient son doigt à la bouche, c'est un signe hiéroglyphique qui se lit Mess. Et le plan de roseau, voyez-vous, qu'il tient dans une de ses mains, se lit Sou. Ra, Me, Sou, c'est le nom, finalement, de famille de Ramsès II. Séti Ier fait savoir qu'il couronne pratiquement son fils, déjà, avant même de mourir. On voit très bien que Ramsès, le jeune Ramsès, est propulsé, finalement, pour devenir roi d'Égypte. Et il va le devenir, bien évidemment. Lorsque son père meurt en 1280 avant notre ère, Ramsès II est prêt à assumer la fonction de roi. Il a alors 23 ans et est déjà marié non pas à une, mais 2 femmes. Néfertari et Isis Nofret deviennent ses 2 grandes épouses royales. Ces 2 jeunes femmes étaient dans son entourage très très tôt. Et ce sont ces 2 femmes d'ailleurs qui lui ont donné ses premiers enfants. Fort de cette descendance, avec notamment un digne héritier prêt à lui succéder à sa mort, Ramsès II peut être intronisé sereinement. Il est couronné dans tous les pôles religieux du royaume. Devant le dieu Ptah à Memphis, le dieu Ré à Héliopolis et le dieu Amon à Thèbes. C'était les grands centres théologiques et il devait passer par là, bien entendu, pour être reconnu comme véritable pharaon
donc légal sur le trône d'Égypte. Le pouvoir religieux est un pouvoir essentiel en Égypte ancienne puisque le roi tire sa légitimité du fait que les grands prêtres et les dieux reconnaissent le roi comme étant capable de monter sur le trône d'Horus. Horus est un dieu enfant et l'une des divinités les plus importantes du panthéon égyptien. Après ce rituel, le nouvel Horus sur terre, le pharaon Ramsès II, honore son père Séti Ier et célèbre ses funérailles dans la vallée des rois. Le jeune roi est plein d'ambition et de projets. Contrairement à ce qu'on imagine, on a très peu de choses sur le caractère de Ramsès II. Finalement, l'humain nous échappe. On a davantage la représentation de ce roi, même de cette divinité sur Terre. Les rois nous ont jamais laissé une sorte de journal intime, comme ce qu'on peut retrouver par exemple avec Louis XIV ou d'autres. Mais on arrive quand même à percevoir certains traits. C'est quelqu'un qui a conscience du pouvoir qu'il a entre ses mains. C'est quelqu'un qui cherche à beaucoup légitimer son pouvoir. Il est aussi investi d'une mission de la plus haute importance. Il doit s'assurer de consolider la toute nouvelle 19e dynastie instaurée par son père et son grand-père. Et pour ce faire, il peut compter sur sa mère, Touya, pour l'accompagner dans sa tâche. Il doit d'abord renforcer l'entente de la couronne avec le très puissant clergé d'Amon, l'autorité religieuse la plus importante à Thèbes. Il considérait le culte d'Amon comme très important et il voyait aussi que c'était la bonne décision sur le plan politique, car le clergé d'Amon était puissant. Il devait donc le respecter et entretenir cette relation. Ramsès II, comme tous les grands pharaons, se méfie du clergé d'Amon, parce que le clergé d'Amon est un véritable contre-pouvoir. Si le pharaon est faible, le clergé sera fort et inversement. Donc Ramsès II va tout faire pour réduire les pouvoirs du clergé d'Amon et en faire ses serviteurs. Pour cela, il accorde aux prêtres d'Amon une place importante mais contrôlée. En l'an 1 de son règne, il participe à la fête d'Opet à Thèbes, entre les temples de Karnak et Luxor, une fête religieuse très importante en l'honneur du dieu Amon. C'était la fête où le dieu Amon de Karnak allait rejoindre pendant un certain temps le temple de Luxor, où il allait reposer dans un sanctuaire qui était particulier, où là allait se passer un certain nombre de mystères pendant un certain nombre de jours. Et lorsque la crue arrivait à Thèbes, Amon allait pouvoir prendre la crue avec lui de Luxor et la ramener finalement à Karnak et puis sur toute l'Égypte. Donc c'était une fête très importante et ça c'était le dieu Amon évidemment qu'en était en quelque sorte le patron de cette cérémonie. En célébrant ce culte, Ramsès II revient à la grandeur de l'Égypte passée et s'impose comme un grand diplomate. Pour consolider le lien entre le pouvoir pharaonique et le clergé de Thèbes, il fait ériger des lieux en l'honneur du dieu Amon. Il savait que Luxor était un lieu très important et il a investi beaucoup de temps, d'argent et d'énergie dans le développement du temple de Karnak et dans la construction de celui de Luxor. L'exemple le plus magistral est la décoration de la salle hypostyle du temple de Karnak à Luxor. Cette enceinte colossale est l'un des joyaux les mieux conservés de l'Égypte antique. Pour vous donner l'idée de la grande salle hypostyle de Karnak, vous pouvez mettre Notre-Dame de Paris à l'intérieur. Ce qui vous donne un peu la dimension de ce temple qui est absolument gigantesque. Mais Ramsès II n'arrête pas ses travaux de construction à Karnak. Il a un rêve aux proportions pharaoniques. Bâtir une nouvelle capitale. Nommée Pi-Ramsès, elle voit le jour dans le delta du Nil, à quelques kilomètres de sa ville natale d'Avaris. C'était une ville portuaire. Il y avait un palais, des lieux où ces chevaux étaient entraînés, des secteurs industriels où l'on travaillait le métal, le verre, les monnaies et l'orfèvrerie. C'était une véritable ruche industrielle, une cour où les gens des pays du Nord et du Sud venaient se rassembler. Longtemps disparues, ces ruines ont été retrouvées dans la deuxième moitié du XXe siècle par l'archéologue égyptien Mahmoud Hamza. D'une superficie de 15 km², soit l'équivalent d'un arrondissement parisien, elle pouvait contenir une population de 300 000 habitants. On a vraiment l'impression que l'on est dans une cité paradisiaque. Il y a bien sûr des palais, il y a des harems, il y a des temples, mais il y a surtout des fleurs, des vergers. On sait qu'il y avait finalement des oliveraies, des vignobles. Le vin de Pi-Ramsès était célèbre d'ailleurs aussi. C'est là que Ramsès aimait vivre. Il y a donc construit son palais, y a séjourné, ça devait être une ville très animée. C'est dans ce cadre idyllique que Ramsès II peut gouverner l'Égypte et préparer sa nouvelle dynastie à régner. En plus de Néfertari et Isis Nofret, ses deux épouses principales,
il vit entouré de femmes qui lui donnent des enfants. Ramsès II a eu une vie amoureuse très active. Il a eu 7 grandes épouses royales, le niveau le plus élevé pour une épouse. Ces femmes avaient des responsabilités religieuses et des rôles importants. Il a également eu des centaines d'autres épouses. Mais en plus d'assurer sa descendance, Ramsès II veut devenir un roi qui compte. Et pour ce faire, il doit laisser une empreinte indélébile sur la terre d'Égypte. Et le meilleur moyen d'y parvenir est de devenir un pharaon bâtisseur. Lorsqu'il monte sur le trône, il doit absolument affirmer son pouvoir. Voilà pourquoi il nous fait les plus grands monuments. Il veut créer quelque chose qui soit à sa hauteur, c'est-à-dire quelque chose d'hors norme. C'est un pharaon qui vit dans un temps prospère et qui va tout faire pour fabriquer sa légende. Tout d'abord, il déifie son père et son grand-père et termine leurs ouvrages. Ensuite, il fait construire son temple funéraire près de Luxor, un temple gigantesque érigé à sa gloire, le Ramesséum. Ramsès était l'un des pharaons bâtisseurs les plus prolifiques, mais il était surtout très égocentrique. Est-ce qu'on peut être un bon pharaon sans être mégalo? La réponse est clairement non, puisque si vous voulez marquer votre temps et marquer l'histoire, vous devez laisser votre image et votre nom absolument partout. Non seulement il inscrit son nom sur tous les monuments qu'il érige, mais aussi sur les temples et statues de ses prédécesseurs. Visionnaire, Ramsès II comprend l'intérêt de gagner le cœur de son peuple grâce à une propagande démesurée. Dans une époque où il n'y a pas encore les réseaux sociaux pour l'éternité, on ne peut graver son image que dans la pierre. Et ce que vous faites dans la vie réelle va contribuer à votre immortalité. Et si son nom et son visage sont partout, c'est qu'il a été le plus grand pharaon. Tous ces monuments, et aussi le fait qu'il ait usurpé les monuments d'autres rois, suggèrent qu'il était très égocentrique et qu'il voulait s'assurer que tout le monde connaisse son nom et s'incline devant sa grandeur. Car en tant que pharaon, il est Dieu sur terre. Une fonction qu'il se plaît à incarner. S'il y a bien un monument qui incarne à lui seul cette facette de Ramsès II, c'est un temple construit aux confins du sud du royaume, à la frontière avec la Nubie. Un édifice colossal qui en impose par sa majesté et sa grandeur. Abou Simbel. Salima Ikram est égyptologue. Elle nous offre un décryptage de ce lieu spectaculaire. Ce temple est vraiment monumental et fascinant, car il a été taillé dans la roche naturelle. Et bien sûr, il a été construit pour impressionner, pour montrer aux gens la grandeur de l'Égypte, tout en donnant du travail au peuple. Chef-d'œuvre absolu, la façade monumentale présente 4 statues gigantesques de 20 mètres de haut de Ramsès II assis, soit l'équivalent d'un immeuble de 6 étages. Plus de 3200 ans après son règne, le pharaon mythique impose encore et toujours son autorité naturelle à quiconque désire entrer en ces lieux. Quand vous traversez la rivière, la première chose que vous voyez, ce sont ces immenses représentations de lui. Le roi regarde vers la Nubie. Le temple d'Abou Simbel dit « Cette région m'appartient, je contrôle cette région. Vous devez venir en respectant l'autorité du roi. » Il voulait que les Nubiens soient impressionnés par la grandeur du pharaon. Et qui ne le serait pas devant un monument aussi magnifique? L'Égypte et la Nubie ont entretenu des relations tendues durant des millénaires. Mais lorsque Ramsès était roi, il dominait la Nubie. Ce temple est donc une manifestation du contrôle de l'Égypte sur la Nubie. Ramsès II commence les travaux de construction dès le début de son règne. Mais le temple ne suffit pas à symboliser son contrôle sur la Nubie. Il pose Ramsès II comme un dieu. On sent quelqu'un qui a une très haute opinion de lui-même et qui en plus a les épaules pour avoir le pouvoir royal. Toute l'architecture du lieu est pensée pour honorer le dieu Ramsès II. Non seulement Abou Simbel en impose par sa majesté, mais il raconte aussi une histoire, celle du réveil du temple. L'une des plus belles caractéristiques de ce temple est cette frise de babouins au sommet. Les babouins se tiennent ainsi parce qu'ils saluent le soleil et font du bruit quand il se lève. Les premiers rayons du soleil effleurent d'abord les singes et ensuite ils réveillent le temple. Puis le soleil descend et on peut voir Réhorakti, le dieu du soleil. Le disque solaire était probablement doré à l'origine et le soleil venait le toucher. De chaque côté, on trouve des images de Ramsès faisant des offrandes à Ré. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Elle se poursuit à l'intérieur du temple où une surprise attend le voyageur. Ici, dans le Saint des Saints du temple d'Abou Simbel, vous pouvez voir les statues des dieux. Il y a le dieu créateur, Ta, le roi des dieux, Amon-Ré, et Ramsès II en tant que dieu, ainsi que Ré-Horakhti. Ce sont donc les dieux les plus sacrés ici, mais il est important de voir que Ramsès est parmi eux. Il se présente donc vraiment comme un dieu sur terre. Pour magnifier encore plus cet air sacré, les concepteurs du temple d'Abou Simbel ont pensé à tout. Un détail architectural qui rend ce sanctuaire unique en son genre. 2 fois par an, à l'équinoxe, en octobre et en février, la lumière du soleil éclairait ces statues recouvertes d'une grande quantité d'or. Elles brillaient de 1000 feux et les gens prenaient conscience que des dieux vivaient dans ce temple. Le message de Ramsès, ici, est encore une fois de montrer sa richesse, son pouvoir et le fait qu'il contrôlait tout et qu'il était aussi l'un des dieux régnants sur la terre. Le temple délivre aussi un autre message, celui d'un événement historique. Ramsès II a fait graver un poème sur les parois intérieures. Le récit de la plus grande bataille de chars de l'Antiquité. Une bataille qui va faire entrer un peu plus dans la légende ce pharaon extraordinaire. La bataille de Kadesh. Lorsque Ramsès II monte sur le trône, l'Égypte se trouve dans une situation difficile. Elle avait perdu toute sa puissance et ses empires au Proche-Orient. C'est pourquoi il a voulu rétablir les anciennes frontières de l'Égypte perdues sous le règne d'Akhénaton et de Toutankhamon. À l'époque, les ennemis principaux de l'Égypte sont les ancêtres des Turcs, les Hittites. Leur pouvoir s'accroît au nord. Ils se rapprochent dangereusement des frontières égyptiennes et deviennent une véritable menace pour l'équilibre du royaume. Cet empire hittite déborde au fur et à mesure, avale comme ça différents royaumes voisins, notamment le Mitanni qui disparaît. Et les Hittites sont très intéressés par toute la façade levantine, parce que c'est là où se trouvent toutes les routes commerciales. Ce sont surtout des gens qui vont essayer, non pas de conquérir véritablement l'Égypte, mais au moins de récupérer un certain nombre, si vous voulez, de comptoirs commerciaux, des comptoirs économiques qui étaient très très importants pour les Égyptiens. Ramsès II dit « ce n'est pas possible. Nous devons faire quelque chose à propos des Hittites parce qu'ils sont trop puissants et qu'ils s'imposent sur ce que Ramsès II considérait comme la propriété de l'Égypte, le territoire égyptien. » Ramsès II est résolu à faire une démonstration de sa puissance. L'affrontement avec les Hittites est inévitable. En l'an 5 de son règne, âgé de 27 ans, le dieu pharaon mène ses troupes en direction de la forteresse de Kadesh pour imposer sa loi à ses envahisseurs. Ramsès II va devoir affronter finalement les Hittites pour essayer de reconquérir ces marches et donc de redéfinir une bonne fois pour toutes les frontières de ce que devait être le royaume d'Égypte. Cette bataille est incroyablement célèbre, mais pas vraiment pour son importance politique. Si elle est si célèbre et si importante, c'est parce que Ramsès II a décidé d'en parler ainsi. Ce qu'il raconte est un récit épique, digne des plus grands films hollywoodiens. Lorsqu'il arrive à Kadesh, il impose déjà sa force et son aura. Nous savons que c'est Ramsès II qui a déclenché cette bataille. Il a capturé des espions hittites qui lui ont dit que leur roi avait tellement peur qu'il se cachait et qu'il ne se battrait pas. Ramsès II est donc très confiant et part avec sa division pensant qu'il va gagner. Mais les Hittites sont là, prêts à se battre, et les autres divisions de l'armée sont très en retard. Elles sont coincées dans un col très étroit et il leur faudra beaucoup de temps pour atteindre Ramsès II. Surpris par la manœuvre déloyale des Hittites, Ramsès II est acculé. Le rapport de force est immense entre les deux armées. Celle de Ramsès II compte 36 000 hommes et 2 000 chars, contre 90 000 hommes et 3 700 chars chez les Hittites. Mais Ramsès II va miraculeusement faire face grâce à une intervention divine. Il dit qu'il a prié le dieu Amon et que celui-ci lui a donné de la force et du pouvoir. C'est ainsi que Ramsès II a presque à lui seul vaincu tout le monde. Ici, nous avons Ramsès, seul dans son char, ses chevaux au galop. Il tire ses flèches et tous les autres sont loin derrière lui. Cela le montre vraiment comme un roi fort et victorieux, un héros militaire.
Il s'agit donc de montrer de manière très littérale que le pharaon n'est pas seulement un homme, mais un dieu, et que tout le monde devrait avoir peur. La bataille ne va durer qu'une journée. Une journée qui va sceller le destin de Ramsès II à jamais et redonner l'étendue de sa grandeur au royaume d'Égypte. Mais est-ce réellement ce qui s'est passé? Ramsès II raconte-t-il un événement purement historique ou s'arrange-t-il avec la réalité? Il voulait que tout le monde sache qu'il avait gagné, mais en réalité, il s'agissait d'une impasse. Ramsès II a pu revenir en Égypte avec ses ravisseurs, avec beaucoup de butin et de richesses provenant de cette bataille, mais en fin de compte, il n'a pas obtenu le territoire. Les Égyptiens n'ont pas pu, si vous voulez, pénétrer dans la citadelle de Kadesh. Donc Kadesh n'a pas été prise. Mais Ramsès n'a pas perdu la face. C'est le roi hittite Muwatalli qui a véritablement perdu toute son aura parce qu'il n'était pas avec ses hommes, il est resté en arrière, il a attaqué par surprise les Égyptiens. Ça ne se fait pas. On prévient toujours son ennemi. On se retrouve face à face. Donc les Hittites ont fait toute une série de fautes, en quelque sorte diplomatiques, qui fait que Ramsès récupère véritablement la victoire. Seulement, chacun reste sur sa position et revendique la victoire. Pendant 15 ans, Ramsès II et le roi hittite se regardent en chien de faïence. Mais le pharaon est un homme avisé. Il a de nombreux ennemis, les Libyens à l'ouest et la Nubie au sud. Il sait qu'il ne peut pas tenir plusieurs fronts en cas d'attaque. Des années après la bataille de Kadesh, les deux empires se sont lassés de se battre. Ça n'avait plus aucun sens. Ils avaient des problèmes plus importants. Il a donc fait preuve d'intelligence et a reconnu qu'il devait faire la paix. En l'an 21 du règne de Ramsès II, les Égyptiens et les Hittites décident de faire la paix. Un moment gravé dans la roche qui reste connu comme étant le premier traité de paix de l'histoire. Les Hittites ont pu tourner leur attention vers les Assyriens et Ramsès II vers l'ouest de l'Égypte et s'occuper des Libyens. Il s'agissait donc d'un accord mutuellement bénéfique qui montre le pouvoir de la paix. À partir de là, l'Égypte va être pacifiée et le restera jusqu'à la fin du règne de Ramsès II. Égyptiens et Hittites deviennent des pays frères. Gage de la bonne relation entre les deux puissances du monde méditerranéen, le pharaon épouse la fille du roi hittite, Mat-Or Néferouré, en l'an 34 de son règne. Mat-Or Néferouré va avoir rang de grande épouse royale, ce qui veut dire qu'elle sera mise sur un pied d'égalité avec les reines égyptiennes. Un mariage diplomatique qui scelle l'alliance politique entre les deux royaumes. Mais l'histoire n'a pas conservé un souvenir impérissable de cette reine étrangère. Car il en est une qui semble plus importante que les autres pour Ramsès II, la mère de son prince héritier, Néfertari. Néfertari était sa chère épouse, peut-être la plus connue et la plus importante. Ramsès II lui a donné le titre de grande épouse royale, titre qu'elle a incarné comme aucune autre reine ne l'avait fait auparavant. Elle a occupé une place particulière dans la vie de Ramsès II. Elle a été impliquée dans certains faits diplomatiques. Nous disposons de documents indiquant que Néfertari écrivait aux épouses d'autres rois du Proche-Orient. Elle était donc en communication avec d'autres femmes de la royauté à l'étranger. Ramsès II fait inscrire son image sur un grand nombre de ses monuments. Il fait ériger des statues à son effigie, la plaçant comme son égale. Car si Ramsès est Dieu sur terre, Néfertari est présentée comme une déesse. Dans l'Égypte antique, les dieux ne fonctionnent pas seuls, ils sont tous en couple. Le roi égyptien est fils d'Horus, et c'est un Horus sur terre. Donc il faut vraiment comprendre que votre pharaon, c'est une divinité, et une divinité complète. Et lorsque le roi épouse et a une femme qui est de la grande épouse royale, elle va aussi jouer le rôle d'une déesse. Et on retrouve très souvent ce couple, Horus et la déesse Hathor, la déesse de l'amour. C'est un couple divin auquel s'identifie le couple pharaonique pour l'éternité. Donc c'est une manière de dire que les patrons de l'Égypte, ce sont eux et qu'il faut les respecter comme des dieux, ce qui est totalement raccord avec la façon de penser de l'époque. Elle était une déesse à part entière et avait besoin d'un temple. Ce temple, le voici. Construit à 150 mètres de celui de Ramsès II à Abou Simbel, il est 2 fois plus petit que celui du pharaon. Cette façade est moins monumentale, mais elle reste très impressionnante. Le centre est flanqué de statues, dont les premières représentent Ramsès II, puis Néfertari et Ramsès II encore une fois.
Bien sûr, le roi et la reine portent des vêtements différents, montrant diverses manifestations et représentations d'eux-mêmes sous leur forme divine. C'était particulièrement important pour la Nubie, car il y avait là-bas une forte tradition de gouvernance féminine. En réponse à cela, Ramsès devait représenter son épouse dans une position importante. Le roi régnait en tant que dieu, donc sa femme était une déesse. Nous la voyons ici dans son état divin, tout comme Ramsès. Ces murs expliquent la fonction de ce temple. Ces inscriptions livrent un portrait exceptionnel du rôle de Néfertari. Dans cette scène, on voit Néfertari faire des offrandes à la déesse Hathor qui a la forme d'une vache. Hathor sort de sa barque sacrée et la reine lui fait des offrandes en tant que grande prêtresse. Hathor est une déesse très importante pour les Nubiens, car il existe des mythes selon lesquels la déesse va et vient entre l'Égypte et la Nubie. Il s'agit d'un monument qui témoigne de l'importance de Néfertari pour Ramsès II, de l'amour qu'il lui portait et de son rôle politique. À sa mort, que les Égyptiens situent entre l'an 21 et l'an 34 du règne de Ramsès II, le pharaon lui fait bâtir une tombe somptueuse dans la vallée des Reines, près de la célèbre vallée des Rois. Épargnée des pillages et des inondations, la tombe a été découverte en 1904 dans un état de conservation extraordinaire. Ces peintures offrent un portrait unique de la reine de Ramsès II. Cette jeune femme devait être très belle. Et c'est vrai que lorsque l'on regarde les portraits qu'on a dans la tombe, il est vrai que c'est une des représentations absolument magnifiques. Alors, c'est idéalisé, bien entendu. Mais on sent très bien quand même qu'il a voulu honorer cette reine particulièrement parce qu'elle était belle et qu'il était certainement très amoureux d'elle. Ça, c'est clair. Elle possède la plus belle tombe de la vallée des Reines. Elle était donc là en tant que représentation d'épouse bien-aimée et aussi de déesse vivante qui devait être associée à un dieu vivant. Après la mort de sa reine, Ramsès II épouse 5 de ses filles. En totalité, il compte 11 épouses officielles, sans compter les autres compagnes avec qui il a eu de nombreux enfants. On arrive à peu près à une centaine d'enfants, fils et filles confondus. Tous ces enfants apparaissent comme des enfants, je dis bien, légitimes, c'est-à-dire issus d'épouses reconnues de Ramsès II. Il ne s'agit pas d'enfants de concubines, attention. Ramsès II fait état de 103 enfants sur les murs de ses temples. Mais les chiffres pourraient être bien plus importants. Certaines estimations parlent de 300 voire 400 enfants. Il fait des enfants pour peupler la terre de sa descendance. Il y a un projet qui est totalement mégalo, évidemment, là-dedans, mais qui correspond à la vision d'un grand pharaon de son temps. Mais Ramsès II n'est pas un pharaon comme les autres. Si les chiffres de ses enfants et de ses épouses donnent le vertige, sa longévité et la durée de son règne le sont tout autant. Lorsqu'il meurt en 1213 avant notre ère, dans sa capitale de Pi-Ramsès, cet illustre monarque a plus de 90 ans. Avec lui s'achève un règne long de 67 ans. On va devoir faire tout le rituel de l'embaumement, de la momification, etc. Puis après ça, on va devoir remonter sa dépouille jusqu'à Thèbes, où là, une tombe est préparée pour lui dans la vallée des Rois. Cette tombe est un joyau architectural pensé par Ramsès II dès le début de son règne. Malheureusement, elle a perdu de sa superbe. C'est ça qui est absolument terrible, c'est que malheureusement la tombe de Ramsès II a été mise dans un endroit qui est pile sur les eaux lorsqu'il pleut dans la vallée des Rois. Alors il pleut pas souvent, mais quand il pleut, ça vous fait des torrents de boue, des rochers qui sont rentrés directement dans la tombe et qui ont explosé toutes les parois. Si elle a perdu sa splendeur d'antan à cause de nombreuses inondations, sa taille impressionne. D'une superficie de 868 mètres carrés, l'équivalent de 2 terrains de football, c'est le deuxième tombeau le plus grand de la vallée des Rois. Nos équipes ont obtenu l'autorisation exceptionnelle de pénétrer dans cette sépulture fermée au public. L'égyptologue Meredith Brandt nous accompagne pour nous livrer les secrets de la dernière demeure du plus célèbre pharaon de l'histoire. Cette image, au début de la tombe, représente Ramsès II. Elle montre qu'il s'agit de son tombeau. Même s'il est très abîmé, cela reste une belle représentation. Le roi montre du doigt le dieu du soleil, Ré-Orakti. C'est donc le royaume du soleil. Nous entrons dans l'au-delà et dans le voyage du soleil. La tombe s'enfonce 170 mètres sous le sol. Cette descendrie millénaire présente encore les traces d'un récit mystérieux autrefois coloré.
Les hiéroglyphes ici font partie d'un texte sacré appelé la litanie de Ra. Il contient les 75 noms du dieu du soleil, Ra. Ce texte se trouve sur le passage descendant qui mène de l'extérieur à la chambre funéraire. La chambre funéraire de Ramsès II, le lieu le plus important et le plus sacré de la tombe. Cette pièce contenait son sarcophage. Il devait se trouver quelque part posé sur le sol, là où je me trouve actuellement. Ramsès II est resté tranquille dans sa demeure d'éternité jusqu'à la fin de l'époque ramesside, c'est-à-dire à peu près jusque vers l'an 1050-1075 avant notre ère, à un moment où toute l'institution royale s'est effondrée. Quand la porte s'est refermée sur le tombeau il y a près de 32 siècles, le pharaon ne s'attendait pas à voir son sommeil éternel troublé par des ennemis inattendus. 200 ans après son règne, le royaume est en pleine crise économique. À la fin du nouveau royaume, l'économie s'est effondrée et les gens avaient désespérément besoin d'argent. Cela a changé toute la structure de la société égyptienne. Tout d'un coup, on a assisté à un incroyable pillage de tombes dans toute la vallée des rois. Gouvernés par la faim, des Égyptiens se mettent à commettre le sacrilège absolu. Ils pillent les tombes des pharaons. Parmi elles, celle de celui que la postérité a surnommé Ramsès le Grand. Qui aurait-il eu ici, compris les pilleurs? Il devait y avoir d'énormes quantités de richesses provenant de toutes les personnes connues qui ont été enterrées avec Ramsès II afin qu'il puisse en profiter dans l'au-delà. Lorsque l'on connaît les trésors découverts intacts dans la tombe de Toutankhamon, qui est 8 fois plus petite que celle de Ramsès II, on se plaît à imaginer ce que pouvait bien contenir la tombe du héros de Kadesh. Des cercueils enchevêtrés comme des poupées russes, un masque en or et un mobilier funéraire doré sans équivalent. Des joyaux exceptionnels disparus à jamais à cause des voleurs. Heureusement, lors de cette période dramatique, Ramsès II peut compter sur le soutien des serviteurs du Dieu qu'il a adoré, à qui il a redoré le blason de son vivant. Les prêtres d'Amon viennent au secours du pharaon défunt et de ses prédécesseurs. Les grands prêtres d'Amon, voyant qu'il y a eu tous ces pillages qui se sont produits dans la vallée des rois, vont mettre en place des commissions d'enquête afin de vérifier toutes les tombes, de voir ce qu'il en reste, voir si elles ont été profanées, si elles ont été profanées, où sont les momies, les retrouver, voir dans quel état sont-elles, parce que vous savez, au moment des pillages, on cassait les sarcophages, on enlevait les bandelettes des momies royales pour se procurer les amulettes qui étaient entre les bandelettes, etc. Ils ont essayé de sauver les momies des rois. Ils voulaient les réenvelopper et essayer de les réparer, de les restaurer. Ils ont donc à nouveau enveloppé les momies et ont pris des notes expliquant exactement ce qui s'était passé. Les prêtres d'Amon réussissent à sauver des momies de dizaines de pharaons. Parmi elles, celle de Ramsès II. Après de multiples escales dans différentes tombes de la vallée des rois, sa momie traverse les millénaires, protégée dans un cercueil qui ne lui était pas destiné, avec une cinquantaine d'autres momies dans une cache royale. Ils ont pris les corps des rois et les ont cachés dans un endroit secret. Ils ont trouvé un lieu parfait, situé très haut sur les falaises de Der el-Bahari, que personne ne pouvait atteindre. Ils ont caché toutes les momies à cet endroit et cela a très bien marché. Les Égyptiens nous ont fait une sorte de caveau de secours pour protéger l'intégralité des momies royales. Donc là, dans cette cachette, bien sûr, Ramsès II allait dormir encore un certain temps. Peut-être pensait-il qu'il y serait pour l'éternité cette fois. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Le sommeil du pharaon est de nouveau perturbé près de 30 siècles plus tard, en 1870, à cause de 2 bergers. À la fin du 19e siècle, les frères Abdul-Razol, venant de la rive ouest de Luxor, ont découvert cette cachette de momies. Ils ont été très malins. Ils ont dévalisé la cachette petit à petit et ont commencé à les vendre sur le marché, morceau par morceau. Les autorités égyptiennes chargées des antiquités ont eu vent de cette histoire et se sont dit qu'il se passait quelque chose d'étrange parce qu'ils voyaient les noms des anciens rois ressortir. Ils ont fouillé leurs tombes, mais rien n'a été trouvé. Que s'est-il passé ici? Sous la pression, l'un des frères a dénoncé l'autre et les autorités sont arrivées. Elles ont trouvé la plupart des momies des rois du nouveau royaume dans ce tombeau. C'était une cachette incroyable. À cet instant, le responsable des autorités égyptiennes, le français Gaston Maspero, mesure le caractère exceptionnel de l'instant.
Il a face à lui la momie d'un des rois les plus importants de l'Antiquité et le plus grand pharaon égyptien. Il faut bien comprendre que voir cette momie, c'est quasiment un miracle, parce qu'elle n'a pas disparu et surtout elle est identifiée avec certitude. Il s'avère que les prêtres qui ont fait ça dès l'Antiquité ont fait un très bon travail, donc c'est un cadeau qu'ils nous ont fait pour l'éternité. C'est la force de l'Égypte. On n'a pas les corps d'Alexandre le Grand, de César, même de Clovis, de Charlemagne ou même de Louis XV. Par contre, des rois égyptiens, on peut les voir. Et ça, c'est absolument extraordinaire d'être face à ces rois qui ont dirigé l'Égypte des millénaires auparavant. C'est ainsi que la momie de Ramsès II traversera les âges. Elle continue de perdurer le souvenir de son règne jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, elle a bien failli disparaître à jamais et est devenue le cœur d'une mission de sauvetage sans précédent dans les années 1970. Nous sommes au musée du Caire en Égypte en 1976. Au cœur de la plus grande collection d'art égyptien du monde, un drame est en train de se jouer. Une odeur nauséabonde émane des couloirs de la salle des momies. En se rapprochant, le personnel du musée s'aperçoit qu'elle provient de la vitrine du personnage le plus important de la galerie. La relique du plus célèbre pharaon de l'histoire, Ramsès II. Il s'avère que Ramsès II est la proie d'une attaque de bactéries ou de champignons, on ne sait pas trop, mais de quelque chose qui est en train de désagréger la momie. Alors on va devoir la soigner. À l'époque, l'Égypte n'a pas les moyens techniques et scientifiques pour relever ce défi titanesque. C'est là que le destin de Ramsès II croise celui de l'égyptologue française Christiane Desroches-Noblecourt. La savante réussit à convaincre les autorités égyptiennes de faire venir la momie du pharaon en danger à Paris pour être sauvée. On va donc demander de l'aide à la France qui a les moyens de soigner Ramsès II. C'est ainsi qu'on va placer la momie dans un avion qui va atterrir au Bourget et qui va être reçu par une véritable escorte réservée d'ordinaire à un chef d'État. Ramsès II a rendez-vous au musée de l'Homme avec un groupe de scientifiques triés sur le volet. Ces pionniers dans les techniques de conservation de momies antiques sont l'équipe de la dernière chance pour préserver le corps du roi décédé depuis plus de 32 siècles. Lorsque le pharaon est posé sur la table d'autopsie, le temps est comme suspendu. L'état de conservation de la momie de Ramsès II est extraordinaire. On voit exactement ce à quoi ressemblait son visage, avec des pommettes très hautes, un nez busqué, une bouche assez large, qui a été obstruée par une pâte noire au moment de la momification. Mais on voit qu'il reste encore des traces de dents. On voit l'oreille qui est en très bon état. Et surtout, on voit encore des mèches de cheveux qui garnissent l'arrière du crâne et la nuque. Ça a été quelque chose de très impressionnant. Se retrouver devant la momie d'un des pharaons les plus célèbres de l'Égypte, on ne peut pas ne pas être impressionné. Roger Lichtenberg a eu le privilège de faire partie des experts missionnés pour sauver la momie et vivre ce face-à-face unique lors de la venue du pharaon en France. À l'époque, il a la lourde responsabilité de radiographier le corps du roi égyptien. Il était interdit d'y toucher, c'est normal. On ne va pas se mettre à mobiliser un bras, une jambe, etc. au risque de la casser. Parce qu'il faut savoir qu'une momie est quelque chose de très fragile. Donc, on a travaillé lentement. Ces analyses lui permettent de comprendre l'état de santé de Ramsès II au moment de sa mort. Décédé à plus de 90 ans, le plus grand pharaon de l'histoire a vécu les dernières années de sa vie en souffrant le martyre. Le pharaon avait la tête penchée en avant et ne pouvait pas avoir une vie normale, c'est bien évident. Donc, l'embaumeur, quand il a été devant ce pharaon recourbé, a appuyé sur son front et a bloqué sa tête en arrière et du coup a fracturé la colonne cervicale. Fracture que l'on voit ici parfaitement avec décalage vers l'arrière. Et à ce moment-là, la tête a repris une place à peu près normale. 7 mois sont nécessaires pour procéder aux soins de la momie. Dernière étape, direction le plateau de Saclay en région parisienne où le corps du pharaon est placé dans un scanner à la pointe de la modernité.
Et là, on va pouvoir irradier Ramsès II pendant plusieurs heures pour détruire tous les champignons qui sont en train de le ronger. Si la France n'avait pas été en mesure de faire ça, aujourd'hui, la momie de Ramsès II n'existerait plus ou elle serait dans un état lamentable. C'est ainsi que la France sauve Ramsès II entre 1976 et 1977. La momie de ce pharaon immortel peut ainsi retourner sereinement en Égypte et retrouver sa place au Caire. Il est exposé désormais dans une vitrine avec des conditions optimales de conservation et aujourd'hui, cette momie ne sort plus du tout d'Égypte. Depuis, les touristes peuvent contempler le visage de ce monarque légendaire à l'illustre patronyme. Le témoignage le plus intime d'un des plus grands rois de l'histoire de l'humanité. Celui que beaucoup d'égyptologues considèrent comme le plus grand roi de la civilisation pharaonique. Sous le règne de Ramsès II, l'Égypte était une nation très forte et très riche. Elle dominait sur la Nubie et étendait souvent ses frontières vers le nord. C'était donc un véritable âge d'or pour l'Égypte. C'est la période la plus prospère, où les limites du royaume sont les plus étendues, où le royaume est le plus riche. Et puis après ça, on va rentrer dans des périodes de crise, parce qu'il n'y aura plus de souverain assez fort pour maintenir l'unité du royaume. Ça va être un lent déclin qui va se poursuivre jusqu'à Cléopâtre et à la cession du royaume d'Égypte aux Romains. Souverain modèle, héros militaire, fin diplomate, Ramsès II laisse aussi et surtout l'empreinte d'un pharaon bâtisseur. Il s'inscrit ainsi dans la lignée instaurée par l'un de ses prestigieux prédécesseurs, le roi Khéops. Khéops, un nom qui a traversé les âges grâce à la célèbre pyramide d'Égypte. Visible depuis l'espace, ce monument colossal, sans égal, est la dernière des 7 merveilles du monde antique encore debout. C'est sans doute l'une des créations les plus extraordinaires de l'être humain dans l'Antiquité. Elle est gigantesque, on est tout petit quand on est à ses pieds. La Grande Pyramide suscite l'admiration et l'émerveillement. Comment peut-on construire quelque chose d'aussi massif? Mais Khéops est surtout le nom du pharaon qui a ordonné sa construction. Qui était ce roi égyptien? Pourquoi a-t-il fait ériger un tel bâtiment? Qu'est-ce que cet énorme édifice de pierre révèle de la personnalité de cet homme? Alors, le paradoxe du règne de Khéops, c'est que finalement, on a le monument peut-être le plus évident de toute l'Égypte, et ce roi reste assez méconnu. Si nous savons si peu de choses sur Khéops, c'est simplement parce que nous ne disposons pas de textes écrits à cette période, qui nous renseignent sur les événements, la personnalité ou sur le roi lui-même. Malgré ce manque d'informations, nos équipes sont parties sur le terrain à la recherche d'indices permettant de comprendre qui était Khéops. C'est le début d'une enquête archéologique passionnante sur les traces d'un souverain extraordinaire qui nous propulse, il y a près de 4600 ans, à la cour des pharaons. Nous sommes en Égypte, 2600 ans avant notre ère. À l'époque, la terre des pharaons n'est pas encore ce modèle de civilisation qui va en inspirer tant d'autres. C'est durant cette période de construction que naît et grandit Khéops. Nous ne savons pas grand-chose de l'enfance de Khéops, car nous ne disposons d'aucune source contemporaine de son règne qui nous donnerait un indice. Nous devons donc imaginer à quoi ressemblait son enfance. Pour reconstituer l'information, il faut étudier les monuments, étudier les sites sur lesquels on peut observer une activité de ce roi. Ce que l'on sait, c'est que son père n'est pas n'importe qui. C'est le pharaon Snéfrou, le fondateur de la 4e des 33 dynasties égyptiennes, celle qui sera communément appelée l'âge d'or des pyramides. La 4e dynastie, c'est véritablement le début de l'État égyptien. C'est une période où le roi est quasiment tout puissant et on a l'impression dans les projets qu'il développe qu'il n'y a pas de limite finalement à leur puissance et à leur capacité de faire construire des monuments géants. En plus de diriger le royaume avec fermeté, Snéfrou assure l'équilibre et l'avenir du pays. Il offre à la couronne d'Égypte non pas un, mais des successeurs. Parmi eux, le futur pharaon Khéops.
Snéfrou a dû éduquer le prince Khéops ainsi que les autres enfants royaux à la succession. On n'était jamais à l'abri de la disparition de l'un des enfants royaux. Donc on préfère miser sur la sécurité. Ce que nous savons, c'est qu'il était jeune, car il avait au moins 4, voire 5 frères aînés qui sont morts avant lui et avant le père de Khéops. À sa naissance, Khéops n'est donc pas l'héritier du trône et le successeur désigné de son père. Cependant, la destinée du jeune prince commence à s'écrire dans son sillage. Son père était un grand bâtisseur de pyramides, sans doute le plus grand. C'est lui qui a compris comment construire efficacement de véritables pyramides à face lisse. Snéfrou a effectué toutes les recherches qui ont rendu possible la pyramide de Khéops. Car lorsque Snéfrou est arrivé sur le trône, aucune pyramide n'avait été achevée depuis l'époque de Djoser. La pyramide est un tombeau funéraire inventé par le pharaon visionnaire Djoser, 75 ans avant Snéfrou. Elle doit permettre à l'âme du pharaon de rejoindre le dieu du disque solaire, Ra, à sa mort. Cette pyramide dite à degrés, du fait de ses escaliers géants sur ses 4 faces, fait d'elle un modèle à suivre pour le père de Khéops. D'autres rois ont essayé de construire une pyramide comme Djoser. Ils ont échoué. Au cours de ses 28 ans de règne, Snéfrou réussit le pari fou de bâtir non pas une, mais 3 pyramides de 100 mètres de haut. C'est ici, sur le site de Dachour, situé 10 km plus au sud du complexe funéraire de Djoser à Saqqara, qu'il révolutionne la construction pyramidale. On va voir plusieurs pyramides différentes, des tentatives de proto-pyramides. Il y a la pyramide rhomboïdale qui a une forme un peu pointue et puis les pentes qui sont un peu plus raides sur les bases. On a des pyramides à degrés. En grandissant aux côtés de son père, il a sûrement vu des architectes discuter de la construction de pyramides. Il a grandi avec l'idée transmise par son père que la marque d'un roi est d'abord celle de la construction de son lieu de sépulture. Cela permet d'honorer sa place en tant que fils des dieux et transporter son âme dans l'au-delà. Khéops a dû dire « J'ai besoin de construire une pyramide extraordinaire ». Cette pyramide est sans nul autre pareil. Une merveille d'ingénierie humaine que 110 000 personnes ont le privilège de visiter chaque année. C'est à ses pieds qu'au début du XXe siècle, des archéologues ont fait la plus grande découverte du plateau de Gizeh. Cette trouvaille exceptionnelle va apporter des éléments précieux sur la vie de ce pharaon aussi fascinant que mystérieux qu'est Khéops. Ils ont trouvé à cet endroit-là un puits funéraire qui était entièrement comblé. Et en fouillant ce puits funéraire, ils ont eu accès à une chambre funéraire qui était encore complètement intacte. Ils ont découvert un sarcophage, un coffre avec des vases canopes, et puis ils ont trouvé également un fauteuil, une chaise à porteur, un lit. Et en fait, l'ensemble de ce matériel appartenait à la reine Étéphérès. Étéphérès Ière, un personnage méconnu et pourtant si important dans la vie du propriétaire de la plus grande pyramide du monde. Elle est l'épouse du pharaon Snéfrou et la mère de Khéops. Les égyptologues s'interrogent. Pourquoi son tombeau se trouve-t-il près de celui de son fils sur le plateau de Gizeh et non à côté de celui de son mari sur le site de Dachour, situé 30 km plus au sud? Ça suppose que Snéfrou était mort et que la reine était encore vivante quand Khéops est monté sur le trône. À partir de là, lorsqu'elle est morte, le roi l'a fait enterrer à proximité de sa sépulture. Elle est quasiment divinisée et elle est parfois même placée au-dessus du pharaon. Pourquoi? Parce qu'elle a connu charnellement le dieu. Ce dieu, c'est son époux, le pharaon Snéfrou. Car en Égypte antique, le roi n'est pas seulement un être mortel, c'est un être divin. À sa mort, que les scientifiques estiment autour de 2600 avant notre ère, son jeune fils, Khéops, monte sur le trône et devient aux yeux des anciens Égyptiens un dieu lui aussi. Et il est décidé à laisser son empreinte sur le pays de la Terre Noire.
Nous savons qu'il était ambitieux, car pour tracer un carré aussi vaste que la Grande Pyramide, il faut une sacrée dose d'ambition pour s'assurer que l'on va l'amener à un point si haut. On se dit ce personnage était atteint d'une espèce de folie des grandeurs, hein. Il voulait surpasser son père, je pense, hein, Snéfrou. Il ne pouvait pas faire 3 pyramides, du coup il en fait une seule, mais plus grande que les autres. La pyramide de Khéops. D'une hauteur de 146 mètres une fois terminée, soit la moitié de la tour Eiffel, elle continue de fasciner des générations d'égyptophiles. Jamais aucun roi par la suite n'aura construit une pyramide aussi haute. La pyramide était la chose idéale à construire pour devenir un roi digne de ce nom, pour être un souverain efficace et pour vivre dans la gloire pour l'éternité. Il faut bien comprendre que dans la tête des Égyptiens, la vie sur Terre n'est que le début d'une vie éternelle dans l'au-delà. Donc Khéops veut laisser sa marque dans l'éternité à travers sa pyramide qui lui survivra pendant des millénaires jusqu'à la fin des temps. On voit qu'il n'avait pas tout à fait tort. Plus de 2 300 000 blocs de pierre sont nécessaires à sa construction. Le poids de cet édifice colossal est de plus de 6 millions de tonnes, soit 13 fois le poids du Burj Khalifa, le gratte-ciel le plus haut du monde. Il a dû s'interroger sur la manière de mieux construire ce bâtiment. Comment le rendre plus haut? Comment faire? Je pense que c'est une bonne façon de voir son règne. Il va falloir attendre Khéops pour que sur plusieurs générations, on arrive enfin à trouver la pyramide parfaite, la pente idéale qui est celle du sable que l'on laisse tomber naturellement de sa main. Ça forme un petit tas avec exactement le même angle. Un ouvrage titanesque dont la façade extérieure est un travail d'orfèvre. Elle n'est malheureusement plus visible aujourd'hui. Son parement a disparu, donc on a l'impression qu'elle est formée de petits degrés, mais en réalité, à l'époque, elle était parfaitement lisse, en pierre claire, avec un pyramidion en électrum, c'est-à-dire un alliage or-argent qui reflétait le soleil. C'est comme si on arrivait devant un diamant pour les gens qui l'ont vu, dans son état naturel, si je puis dire. Khéops semble s'être consacré à la création de ce diamant dès le début de son règne. Pour se démarquer de son père, Snéfrou, et du pharaon Djoser, il décide de bâtir sa pyramide sur un nouveau site. Il ne le sait pas encore, mais il deviendra le site le plus visité d'Égypte, plus de 46 siècles plus tard. Le plateau de Gizeh. Son père avait quitté Saqqara pour finalement construire des pyramides plus au sud. Et tout simplement, le plateau de Gizeh qui se trouvait au nord de la pyramide rouge, qui était une carrière à ciel ouvert, pratique, a permis la construction de la Grande Pyramide. Situé à 15 km du Caire, le site a non seulement un avantage pour son apport en pierre, mais il possède aussi un autre intérêt, plus symbolique pour le jeune pharaon. On n'est pas loin du père, mais on n'est pas loin aussi finalement de tout ce qui est Saqqara, tout ce qui est Djoser, qui avait quand même une sacralité puisque les pharaons ancêtres sont des dieux vivants. En se réclamant de ses prédécesseurs devenus des divinités aux yeux des anciens Égyptiens, Khéops s'affirme comme un grand pharaon. Cette pyramide doit être aussi le symbole de son pouvoir et par extension celui de toute l'Égypte. Mais pour la réaliser, il a besoin de ressources. D'après la documentation archéologique que l'on a retrouvée, déjà pour construire un monument comme la pyramide de ce roi, qui était l'œuvre centrale du règne, il a fallu aller exploiter des matériaux un peu partout sur le territoire égyptien. Pour y parvenir, le pharaon peut compter sur une véritable autoroute naturelle, le Nil. Avec ses 6650 km, soit la distance entre Paris et Chicago, c'est le deuxième fleuve le plus long du monde. Il est le cœur battant de l'économie égyptienne et rend possible les échanges commerciaux entre le nord et le sud du royaume. La prospérité de l'Égypte est due à ses inondations régulières. Pour Khéops, ces inondations revêtaient une importance particulière car c'est grâce aux crues du fleuve qu'il réalisait ses projets de construction. Khéops semble vouloir ce qu'il y a de mieux pour sa pyramide. Il est à la recherche de nouvelles matières premières qui permettraient de le démarquer de ses prédécesseurs. Dépendant du Nil et des ressources qu'il offre, il décide de repousser les frontières et de s'aventurer en dehors du fleuve nourricier. Khéops cherchait à développer l'économie et à accroître ses pouvoirs politiques, notamment en menant des expéditions.
On établit à cette période-là un énorme réseau pour aller rechercher des matières premières et des connexions avec l'ensemble du bassin oriental de la Méditerranée d'un côté. Tous les pharaons qui ont la volonté de ramener une certaine prospérité dans leur royaume ont des velléités expansionnistes. Donc évidemment, Khéops, comme beaucoup d'autres, va vouloir repousser les frontières de son royaume. Ainsi, il importe du basalte du Fayoum, du granit de la région d'Assouan, du cuivre et de la turquoise du Sinaï, et du bois du Proche-Orient. Il a laissé des inscriptions à un endroit appelé Wadi Magara avec son image et son nom. Il est allé y chercher du cuivre et de la turquoise. Ces deux matériaux étaient importants pour l'économie, en particulier le cuivre. Quant à la turquoise, elle était utilisée pour la bijouterie et la décoration. Il s'agit véritablement d'une période où l'Égypte va se désenclaver et rentrer en contact avec le monde extérieur. Ça, c'est un premier aspect, je dirais, de l'importance du règne de Khéops. L'une des grandes expéditions que mène Khéops est au sud du royaume, dans le Soudan actuel. Cette région, appelée la Nubie, regorgeait d'or et de bois d'ébène, des matières premières très prisées des Égyptiens. Nous savons que Khéops a essayé d'aller en Nubie pour rencontrer des gens là-bas, peut-être en s'engageant dans quelques petites batailles militaires. Il a certainement essayé d'ouvrir le commerce avec ses produits du Sud. Ces expéditions commerciales partaient de la frontière sud d'Assouan. Et la grande ville la plus proche d'Assouan, dans l'Ancien Empire, c'est Éléphantine. Éléphantine, l'un des endroits les plus importants pour les anciens Égyptiens. D'après leurs croyances, cette île serait la demeure du dieu Khnum. Représenté par un corps d'homme et une tête de bélier, son rôle est de protéger les habitants de la famine grâce aux crues du Nil. Khnum a apporté le déluge, il a apporté la vie à l'Égypte. C'est avec le déluge que sont apparus la terre et le limon, qui ont recouvert les champs et permis aux plantes de pousser. C'est aussi cette terre que les potiers utilisaient pour fabriquer des pots, l'argile. Il y avait donc l'idée que Khnum était le dieu créateur qui prenait ce sol, cette terre apportée par l'inondation, et qui façonnait les gens sur son tour de potier. Le dieu Khnum prend encore plus d'importance sous le règne de Khéops. Car dès sa prise du pouvoir, le pharaon se réclame de lui. Le véritable nom de Khéops est Khnum Khufu, ce qui signifie « Khnum, protège-moi ». Tout au long de son règne, il l'a abrégé en Khéops et c'est ainsi que la plupart des gens le connaissaient. En portant ce nom, il demande la protection alimentaire, l'arrivée finalement de la crue du Nil pour la population pendant le règne de Khéops. Bien qu'il ne soit pas si différent des autres pharaons en se réclamant de divinité, Khéops est loin d'être considéré comme un bon pharaon. Bien au contraire, des sources antiques le décrivent comme un mégalomane esclavagiste. Il aurait fait travailler à coups de fouet dans des conditions de travail insoutenables, plus de 100 000 hommes pour réaliser son projet pharaonique. Lorsque les voyageurs grecs, romains et européens ont découvert les pyramides, tout ce qu'ils ont vu, c'est que le pharaon avait dû être terrible pour construire cette structure. C'est ainsi que s'est imposée dans notre conscience historique l'idée que Khéops devait être une sorte d'horrible tyran. Un homme est en grande partie responsable de cette légende noire. C'est l'historien grec Hérodote. Au 5e siècle avant notre ère, soit plus de 2000 ans après le règne de Khéops, il fait un portrait du pharaon qui va lui coller à la peau jusqu'à aujourd'hui. Il a dit que Khéops était un tyran, qu'il n'était pas aimé par son peuple et qu'il avait fermé les temples. Hérodote a donné une mauvaise image de Khéops. Mais l'historien grec va encore plus loin. Il raconte qu'en plus d'être un despote sans cœur, Khéops serait un père affreux. Il a dit clairement qu'il avait prostitué sa propre fille contre l'obtention de pierres pour construire sa pyramide. Le texte d'Hérodote montre que la prostitution de sa fille a servi à apporter chacun des 2,5 millions de blocs de pierre pour chaque homme qu'elle a eu. C'est complètement délirant parce que ça voudrait dire que pour les 2 500 000 pierres qu'il y a eu, elle a eu 2 500 000 hommes. Ils l'ont donc fait passer pour une personne rétrograde et dépravée. C'est, je pense, la raison pour laquelle certaines idées persistent sur le fait que Khéops était un tyran. Une légende noire qui entoure le pharaon Khéops depuis des millénaires. La faute à sa colossale et immortelle pyramide.
Mais pas seulement. Un autre élément vient confirmer cette pensée. C'est peut-être le legs le plus important du pharaon Khéops, parvenu jusqu'à nous après sa pyramide. C'est l'une des pièces les plus importantes du musée du Caire. D'une hauteur de 7,5 cm, cette petite statuette est un trésor à la valeur inestimable. C'est la seule qui soit authentifiée pour Khéops. Le roi est représenté assis sur un siège cubique dans une pose hiératique. Il porte visiblement le flagellum dans une main, il a une autre main posée sur les genoux et il devait être coiffé au départ de la couronne rouge de Basse-Égypte. C'est une petite statuette qui montre un roi aux traits assez jovial, un peu boudiné, qui n'a pas du tout la magnificence ou la majesté qu'on attend d'un pharaon qui a construit l'une des 7 merveilles du monde. Si on en est sûr, c'est grâce à cette inscription située à côté des jambes de la statuette. Elle est aussi en partie responsable de la légende noire de Khéops. Si on lit ce nom, on le voit en tout petit écrit ici, le nom se lit Medjedou, ce qui en égyptien veut dire littéralement « celui qui écrase ». Le nom voudrait dire l'oppresseur par excellence. Rien à voir avec sa politique, rien à voir peut-être avec sa personnalité, mais c'est peut-être une interprétation de l'un de ces noms qui fait que l'on prend après ça pour un despote. Cette légende va poursuivre Khéops jusqu'en 2013, où une fabuleuse découverte va complètement changer le regard sur ce pharaon énigmatique. Situé à près de 300 km du plateau de Gizeh, le site archéologique du Wadi El Jarf est considéré comme le plus ancien port artificiel connu au monde. C'est en menant des fouilles ici que des égyptologues découvrent un précieux sésame datant de la fin du règne de Khéops. Ce sont les papyrus du Wadi El Jarf. Les papyrus du Wadi El Jarf apportent un contrepoint à l'idée qui fait de Khéops un tyran. Ils montrent en effet des groupes d'ouvriers heureux de travailler pour le projet de la Grande Pyramide et bien payés pour cela. La découverte fait l'effet d'une bombe. Et si les résultats de 2 siècles de recherche archéologique sur le pharaon étaient tout simplement erronés? L'égyptologue français Pierre Tallet a reconstitué ce puzzle archéologique et traduit ces papyrus. C'est un journal de bord qui plonge les lecteurs au cœur d'une équipe d'ouvriers, dirigée par un inspecteur nommé Merer, qui était chargé d'approvisionner le chantier de la pyramide de Khéops en pierre. Il nous décrit jour après jour son travail, qui consiste à aller chercher des blocs de calcaire dans les carrières de Toura, qui se trouvent sur la rive est du Nil, et à traverser l'ensemble de la vallée du Nil, à la période justement où il y a la crue et où en fait l'ensemble du territoire est inondé, pour apporter ces blocs de calcaire sur le chantier de la pyramide de Khéops, qui est encore en construction à l'époque. Un port semble avoir été construit pour l'occasion en contrebas du chantier du siècle. Le journal de Merer nous permet de faire revivre l'activité de ce port aujourd'hui disparu. Quand Merer arrive à Giza, il arrive dans un endroit qui s'appelle le lac de Khéops, en passant par un endroit qui s'appelle l'entrée du lac de Khéops. Et la destination de l'équipe, c'est Aret Roufou, qui veut dire littéralement l'horizon de Khéops. Quant au temple qui est au pied de la falaise, qui est l'endroit où se trouve l'administration, eh bien on l'appelle Enrou Roufou, puisse vivre Khéops. Donc tout est nommé au nom de Khéops. Le journal de Merer vient aussi bousculer le champ de la connaissance sur le pharaon. Il apporte un nouveau regard sur la construction de la pyramide de Khéops. Pas besoin d'imaginer des centaines de milliers d'ouvriers, ça c'est une image qui est complètement périmée. Ce sont des petites équipes qui travaillent de façon permanente pour transporter, pour tailler les blocs et pour les monter sur la pyramide. Mais le véritable scoop de ce journal de bord antique fait un tollé dans le monde de l'égyptologie. Il révèle que les ouvriers rendent un culte au dieu Khéops de son vivant lors de la construction de sa pyramide. Les équipes faisaient partie d'autres groupes de travailleurs plus importants. Ils se donnaient des noms associés à celui de Khéops, comme pour honorer son nom. Cela ne ressemble pas à de l'esclavagisme.
En fait, il semble que certains groupes d'élite aient été invités à travailler sur la pyramide comme une marque d'honneur. Cette découverte met donc un frein à la légende noire de Khéops. Bien loin d'être un tyran sanguinaire, ces nouveaux éléments laissent penser qu'il était un bon pharaon qui prenait soin de ses ouvriers. Un nouveau regard confirmé par un site archéologique situé au pied des pyramides. L'égyptologue américain Mark Lehner connaît le plateau de Gizeh comme sa poche. Depuis plus de 40 ans, il mène des recherches ici, dans les ruines du village d'Etel Gourab, l'endroit où vivaient les constructeurs du chantier de la pyramide. Ces fouilles mettent à mal les idées reçues sur le traitement des ouvriers par Khéops. Nous avons les baraquements où certaines de ces équipes et de ces groupes ont probablement séjourné. Nous avons la preuve qu'ils mangeaient de la viande de premier choix, du bœuf, mais aussi des moutons et des chèvres. Ils étaient extrêmement bien nourris, avec un régime très riche en protéines et en glucides. Ils vivaient dans une situation agréable, ils étaient à l'aise, ils avaient des maisons, ils avaient une bonne vie. Les tombes situées à côté du campement des ouvriers ont également été fouillées. Ces ouvriers avaient des os cassés qui ont été soignés. Cela montre qu'on s'occupait d'eux. Ils bénéficiaient d'une certaine forme de soins. Ce n'était pas le terrible esclavage auquel nous pensons aujourd'hui. Bien au contraire, les ouvriers de la pyramide de Khéops étaient honorés de participer à la construction de son tombeau et par conséquent à la grandeur de l'Égypte. Et tout ceci sous le regard de leur pharaon Dieu qui, si l'on en croit les papyrus du Wadi el-Jarf, a établi son palais royal et sa capitale sur le plateau de Gizeh. Ils indiquent que l'administration de l'État se trouve sur place, on a un trésor, on a des archives, et même le palais royal se trouve visiblement clairement indiqué comme étant dans le voisinage de la pyramide. L'endroit où on construit ce monument est finalement le cœur de l'Égypte à cette période-là. Le roi voit sa pyramide se monter depuis la fenêtre de sa chambre en quelque sorte. Mais Khéops ne s'arrête pas à faire de Gizeh son lieu de résidence. Comme Djoser à Saqqara, il fait construire toute une nécropole pour sa cour, autour de sa pyramide. Une ville des morts qui doit être son vaisseau pour l'au-delà. Le roi est entouré de sa cour de son vivant, mais il va continuer à l'être après sa mort dans le complexe funéraire qui s'est fait édifier. Un complexe funéraire dominé par sa pyramide étincelante. Mark Lehner nous fait pénétrer à l'intérieur de ses entrailles pour nous faire découvrir la dernière demeure du pharaon Khéops, sa chambre funéraire. Perché à 40 mètres au-dessus du sol, il faut passer par ce couloir monumental pour s'y rendre. Avec ses 8 mètres de hauteur sous plafond, la grande galerie est un modèle d'ingénierie. C'est une voûte en encorbellement. Chaque rangée de pierres a été avancée de quelques centimètres. Et la suivante un peu plus loin, jusqu'à ce que le sommet soit atteint. C'est une véritable merveille de construction. Toutes les voûtes en encorbellement ont été élaborées sous le règne du père de Khéops, Snéfrou. Mais personne d'autre que Khéops n'a tenté de faire des voûtes avec un angle à 26 degrés, pour en faire une sorte d'immense couloir conduisant à la sépulture du roi. Ce corridor sacré donne l'impression à celles et ceux qui en font l'ascension de monter au ciel, vers le dieu Khéops. Était-ce l'intention de ses concepteurs? Le mystère reste total. Mais ce qui est sûr, c'est que l'arrivée en haut offre un sentiment unique. Nous voici au cœur de la pyramide. C'est la chambre du roi. C'est dans ce sarcophage que reposait la momie de Khéops. C'est la raison d'être de la grande pyramide. Tout est fait pour que le roi vive éternellement dans l'au-delà, sa momie étant en sécurité dans le sarcophage de cette chambre. Nous avons le gigantesque sarcophage en pierre du roi qui se trouvait dans la chambre funéraire des pyramides, mais nous n'avons pas de momie. Elle a donc probablement été volée il y a longtemps dans l'Antiquité et c'est l'un des mystères de l'égyptologie. Contrairement aux décors des tombes de la vallée des rois, qui sont de véritables livres ouverts sur la vie des défunts,
la pyramide de Khéops est vierge de toute inscription sur le pharaon. Elle pose plus de questions qu'elle n'offre de réponses. Chose étonnante, cette chambre funéraire n'est pas la seule de la pyramide. À l'intérieur de la pyramide de Khéops, il y a 3 chambres funéraires qui se trouvent les unes en dessous des autres, et celle qui est plus bas est même dans le sous-sol. 3 appartements funéraires pour un seul roi. Pour quelle raison Khéops a-t-il exigé autant de pièces dans cette pyramide gigantesque si c'était pour y être enterré seul? 2 théories se font face. On voit qu'on est encore en cheminement intellectuel sur le projet de la pyramide. Donc le plan n'est certainement pas défini dès le départ, on s'adapte. Je fais partie des égyptologues qui pensent qu'il ne s'agit pas d'un changement de plan. Elles ont été conçues ensemble et Khéops voulait qu'il y ait une chambre basse, une chambre centrale et une chambre funéraire, celle du roi. La chambre centrale, celle de la reine, est probablement un serdab. C'est une chambre à statues, il y a une niche pour les statues. La chambre du roi est manifestement sa chambre funéraire. Alors pourquoi en plus une chambre basse? Nous ne le savons pas, mais elle est restée inachevée. Il existe pourtant 5 lieux secrets riches d'informations. Les égyptologues qui les ont découverts au XIXe siècle les ont appelés les chambres de décharge. Nos équipes ont obtenu l'autorisation privilégiée d'accompagner l'égyptologue française Aurore Schiavati dans ces pièces interdites d'accès au public. Pas trop avoir le vertige. Mais ça en vaut la chandelle. S'y rendre est un exercice périlleux. Il faut se hisser à 8 mètres de hauteur dans des interstices de plus en plus petits. Voilà, on y est. C'est exceptionnel. C'est vraiment une très grande chance de pouvoir entrer dans cet espace. C'est un moment... c'est très émouvant. C'est fantastique. On est au côté ouest de la chambre et on se retrouve déjà nez à nez avec le nom de Khéops inscrit juste ici. Des hiéroglyphes sont visibles à l'œil nu. Ils projettent l'égyptologue au temps de la construction de la pyramide. On peut voir le nom d'une équipe royale qui mentionne le roi Khéops lui-même. L'inscription est à l'envers, hein. Elle n'est pas faite pour être lue. Elle est faite pour être utile à un moment donné. Et c'est en cela qu'on la retrouve complètement en sens inversé. On a là le cartouche du roi Khéops lui-même qui qualifie cette équipe d'ouvriers qui a travaillé ici et qui a laissé à 8 reprises sur cette paroi le nom de son équipe. C'est exceptionnel de se retrouver là face à ces marques d'ouvriers laissées il y a plus de 4500 ans, si ce n'est plus. Malheureusement, elle ne dévoile aucun nouvel indice sur la vie et la personnalité de Khéops, ni sur la durée de la construction de la pyramide. Il semblerait qu'elle ait commencé au début du règne de Khéops et terminé à la fin. Seulement, combien de temps ce pharaon mystérieux a-t-il gouverné l'Égypte? Nous ne savons pas combien de temps Khéops a régné, et c'est l'une des grandes confusions autour de ce roi. Nous ne disposons d'aucun document contemporain de son règne qui nous donne le nombre exact d'années. Le canon de Turin, qui est le plus proche de l'époque de Khéops, nous indique 23 ans de règne. Puis il y a Manéthon, un ancien historien égyptien, qui dit que son règne aurait duré 60 ans. Où est la vérité? Aurore Schiavati a travaillé de nombreuses années sur la question et en est arrivée à la formulation d'une 3e hypothèse. Pour le savoir, il faut comprendre le calendrier des anciens Égyptiens. À cette époque, les Égyptiens ont une manière bien à eux de compter les années qui passent. D'abord, à chaque nouveau règne, le compte revient à 0.
Et puis, il compte les années qui passent en fonction d'un événement particulier, à savoir le recensement de tout le grand et petit bétail de Haute et Basse-Égypte. Le problème, c'est que ce recensement n'a pas lieu tous les ans. En se fiant au calcul en fonction du recensement du bétail, Aurore Siavati arrive à une proposition novatrice. Ce recensement a lieu régulièrement, tous les 2 ans, une année sur l'autre, auquel cas nous aurions donc 14 recensements multipliés par 2, plus l'année du couronnement, ce qui nous fait un règne long de 29 ans, au minimum. Cela rend encore plus méritoire le fait d'avoir construit une pyramide de 146 mètres. Cette hypothèse reste l'une parmi d'autres, mais elle a le mérite d'être une nouvelle proposition étayée scientifiquement. Si la durée exacte du règne de Khéops reste toujours un sujet de débat, son âge à sa mort l'est tout autant. D'après les éléments dont les égyptologues disposent, Khéops semble avoir vu le chantier de sa pyramide exceptionnelle achevé. De quoi est-il décédé? Impossible de le dire. Ce que l'on sait, c'est qu'à sa mort, sa momie pouvait pénétrer dans ce tombeau gigantesque. Un vaisseau érigé par la main de l'homme pour l'aider à accéder à l'immortalité. On sait qu'il y a eu un rituel, on sait qu'il y a eu une cérémonie, mais on n'a rien qui permet de le montrer ou de l'expliquer à travers des textes ou des images. Mais on suppose, comme tous les pharaons, qu'il y a eu tout un cérémoniel d'enterrement, et notamment avec l'arrivée de la momie du pharaon dans la pyramide. On l'a emmené dans sa chambre funéraire et on a fermé ses chambres avec des immenses blocs de granit qui sont quasiment inamovibles. Ils étaient vraiment conçus pour que personne ne puisse rentrer dans les chambres funéraires. On n'a retrouvé aucun matériel à l'intérieur, mais il est très probable que la momie du roi s'y trouvait, ainsi que d'importantes richesses, telles que nous renvoie l'image du trésor de sa mère Téphérès. Mais la pyramide de Khéops n'a pas fini de révéler ses secrets. C'est à l'extérieur, à ses pieds, qu'une découverte archéologique fascinante a permis de comprendre les croyances de Khéops. Ce sont de grands puits dans lesquels on avait placé des bateaux démontés, et ces gros blocs de calcaire étaient placés comme ça, de façon donc verticale, au-dessus de ces fosses, pour en condamner l'accès. Et elles ont probablement été placées là au moment même de la fermeture du site et des funérailles du roi. Ces bateaux sont des joyaux inestimables. Construites en cèdre du Liban, ces reliques de 43 mètres de long ont traversé l'histoire pour parvenir jusqu'à nous. C'est une véritable merveille qu'il ait survécu. L'ensemble est intact et a été reconstitué par une équipe de restaurateurs. C'est un bateau magnifique, époustouflant. Quand cette barque a été entièrement remontée, elle était immense et c'était surtout une barque solaire. Une barque solaire. La pyramide de Khéops ne comporte aucune inscription mentionnant un tel bateau. Pour comprendre sa fonction, il faut extrapoler des textes issus de la 5e dynastie, celle qui suit la 4e de Khéops. Le texte de la pyramide de la 5e dynastie, la dynastie qui a suivi celle de Khéops, donne de nombreux détails sur les croyances de l'ancien royaume en matière de vie après la mort et sur les volontés du roi à ce sujet. D'après ces textes, nous pouvons interpréter que ce bateau était quelque chose que le roi voulait utiliser dans l'au-delà. Il espérait l'utiliser pour naviguer dans le ciel et s'élever jusqu'aux étoiles. Ce voyage nocturne devait lui permettre de rejoindre le dieu du soleil. Lorsque le soleil se couchait, il traversait le monde souterrain et le roi devait être aux côtés du dieu soleil pour l'aider à renaître le matin. Ce bateau était donc essentiel à sa vie après la mort pour s'élever jusqu'aux étoiles et rejoindre le soleil. Un siècle sépare la 5e dynastie de la 4e de Khéops. L'étude de ces textes laisse donc penser qu'il est fort probable que leur fonction au pied de la pyramide de Khéops est de la même nature. Surtout qu'elles ont été placées là lors des funérailles du pharaon. Des funérailles menées par son successeur dont l'identité se trouve sur l'un de ces gros blocs qui servaient à ensevelir les barques. Ça, c'est le cartouche de Redjedef. On voit la fermeture du cartouche et les 3 signes, Ré, le pilier de Jed et le F, la vipère à cornes à la fin, donc Redjedef.
C'est ce roi justement qui a été responsable de la fermeture du site de la pyramide de Khéops et de l'enterrement de son prédécesseur. Redjedef, plus communément appelé Djedefre, est le fils héritier de Khéops. Son arrivée sur le trône d'Égypte a longtemps été source de débats. Par le passé, on a pu émettre l'hypothèse d'une succession belliqueuse et problématique à la mort de Khéops. Depuis, l'archéologie et les recherches historiques ont démontré que cette hypothèse ne se basait sur aucun fait véritable. Le roi Redjedef a succédé légitimement à son père. Il a décidé de fonder une nouvelle nécropole, comme tant d'autres rois avant lui, sur le site d'Abu Rawash, qui se trouve à 7 km au nord de Gizeh. Après ce règne, que l'on imagine relativement court, peut-être 8 à 10 ans, eh bien, un deuxième fils de Khéops prend le pouvoir, c'est le roi Khéphren. Khéphren, l'autre grand nom du plateau de Gizeh. Il fera bâtir son tombeau près de celui de son père, permettant à ce joyau antique d'être toujours présent aujourd'hui. Mais la pyramide ne nous apprend rien sur le règne de ce pharaon et de son père. De nouvelles trouvailles archéologiques permettront peut-être d'en savoir davantage sur Khéops et sa famille. L'histoire d'une dynastie unique qui allait marquer de son empreinte l'histoire de l'Égypte antique et léguer aux générations futures des monuments qui comptent parmi les plus fabuleux que l'humanité ait pu créer. L'une des hypothèses, c'est qu'il s'agit peut-être de deux branches différentes de la famille, peut-être des princes nés de mères différentes, et qu'il y a pu y avoir une rivalité dans l'accession au pouvoir à ce moment-là. Bien entendu, les sources sont comme d'habitude complètement muettes à ce sujet, mais la disposition des monuments, la volonté de Khéphren de se rattacher bien plus clairement au règne de son père et prédécesseur Khéops est peut-être un indicateur de problèmes dans la succession royale à ce moment-là de l'histoire égyptienne. Son fils, Mykérinos, qui montera sur le trône après lui, fera ériger sa pyramide aux côtés de celle de son père et de son grand-père sur le plateau de Gizeh. Il complète ainsi cette image de trois pyramides inséparables qui fascinent encore et toujours des générations de touristes. Toujours est-il qu'après 115 années d'existence, la quatrième dynastie créée par le père de Khéops, Snéfrou, disparaît au profit d'une nouvelle famille de pharaons. Elle laisse derrière elle le souvenir de leaders extraordinaires qui ont écrit les premières lettres de noblesse d'une civilisation sans égale. L'un d'entre eux est devenu une figure mythologique pour les anciens Égyptiens, notamment grâce à la découverte d'un papyrus. Khéops est devenu une sorte de héros d'une série de contes que nous avons dans le papyrus de Westcar. Deux contes en particulier le montrent comme quelqu'un de curieux et d'intéressé par la magie, la religion et le monde qui l'entoure. Découvert par le Britannique Henry Westcar en 1824, il a été écrit 900 ans après le règne de Khéops. Il permet de comprendre l'empreinte morale que le pharaon a laissée dans la mémoire des anciens Égyptiens. L'un des contes raconte l'histoire d'un vieux magicien de 110 ans nommé Djedi, appelé à la cour de Khéops pour satisfaire sa curiosité. Il a entendu dire que Djedi savait comment couper la tête de quelqu'un et la recoller à son corps pour ramener la personne à la vie. Il a donc demandé à Djedi s'il pouvait faire cela. Et Djedi a répondu qu'il pouvait le faire avec des animaux. Alors Khéops a demandé « Oh, s'il te plaît, fais-le avec un être humain ». Mais Djedi a répondu « Non, ça ne marche pas comme ça, la magie ne fonctionne pas ». Cela nous montre que Khéops était curieux, intéressé, respectueux de la sagesse et qu'il voulait en savoir plus. Cela donne l'impression qu'il connaissait ses sujets, qu'il était concerné dans une certaine mesure. C'est ainsi que les Égyptiens de l'Antiquité se sont souvenus de lui. Les rois du passé sont décrits comme des monarques bienveillants et qui accomplissent l'ordre du monde, la Ma'at. La Ma'at, c'est donc l'ordre du monde décidé par les dieux, la justice divine dont est garant tout roi régnant. Maat, la fille du dieu Ra, est la déesse de la justice et de l'équilibre du monde. Le pharaon est garant de ces principes et assure ainsi la pérennité de la terre d'Égypte. Marc, Aurore, Mérédith, Pierre.
Tous tentent de faire parler la pierre chaque jour pour que les 4600 ans qui nous séparent de ce pharaon fascinant révèlent de nouveaux détails précieux sur son existence. Qui sait si leurs travaux permettront d'en connaître davantage sur ce roi légendaire. Khéops et Ramsès II voulaient marquer leur époque. Ils auront finalement traversé les siècles pour devenir immortels dans l'histoire du monde.